Alors, après avoir considéré l'aspect diagnostique, l'aspect pronostic, en général, on établit, on met en route un traitement. Lorsqu'on a affaire soit à une personne qui a des fractures, soit à une personne qui a une densité minérale osseuse basse, des facteurs de risque, mais qui n'a pas encore eu de fracture, donc prévention primaire, il va falloir établir une stratégie et donc un suivi de ces personnes. Quel est l'intérêt du suivi? Il s'agit d'améliorer l'adhérence. On sait aujourd'hui que dans le traitement des maladies chroniques, l'adhérence au traitement est médiocre. Après un an de traitement anti-ostéoporotique classique, il n'y a pas plus de 40 à 50% des femmes qui continuent à prendre leur traitement. Et donc on a intérêt à utiliser tous les moyens à notre disposition pour essayer d'améliorer ça. D'autre part, l'incidence des fractures est faible. C'est-à-dire que c'est quelques pourcents par an, même chez les sujets à risque. Et par conséquent, on ne peut pas se baser sur la survenue ou la non-survenue de fractures comme je dirais, marqueur de bonne adhérence. Donc il faut utiliser ce qu'on appelle un critère intermédiaire d'efficacité du traitement. Et la variation de ce critère doit refléter la diminution du risque fracturaire en réponse au traitement. Alors, pendant très longtemps, le critère de suivi des traitements anti-ostéoporotiques, c'était la densité minérale osseuse, la variation de densité minérale osseuse. Donc on avait une mesure au départ, au moment de la mise en route du traitement, et ensuite une nouvelle mesure un an plus tard, ou plutôt 2 ans plus tard. Et l'augmentation de densité osseuse est censée refléter une bonne réponse au traitement. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples, parce qu'il faut quand même, pour que cet examen soit valable, une grande sensibilité au changement. Donc il faut utiliser les sites à haut niveau de remodelage, il faut avoir une excellente reproductibilité de la machine, et puis il faut connaître donc l'erreur de reproductibilité de la machine, et connaître aussi la variation attendue avec le traitement, et surtout la relation entre la variation de densité minérale osseuse et celle du risque fracturaire. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Est-ce que la reproductibilité de l'ostéodensitométrie est bonne? Oui, elle est excellente. Donc à la hanche, on a les coefficients de variation qui sont de 1 à 2%, au rachis lombaire 0,5 à 1% selon les machines. Il faut que chaque utilisateur, bien sûr, calcule la variation minimale significative de sa machine en valeur absolue. Donc à la base, on peut considérer que l'utilisation est possible. Maintenant, il faut avoir quelques notions sur ce qui se passe dans la vraie vie, et en l'occurrence sur les variations de densité osseuse chez les patients traités. Donc là, ce sont des patientes qui recevaient de l'alendronate, 5 mg par jour, et on regarde la variation de densité osseuse à l'année 1 et à l'année 2. Là, vous avez des sujets qui ont une très forte augmentation de densité osseuse, par exemple 10% dans la première année, des personnes qui ont une augmentation, je dirais, plus classique, 2, 3, 4%, et puis les personnes qui, dans la première année, perdent en densité osseuse. En revanche, à la deuxième année, vous avez un profil qui est différent, et en particulier, vous observez que ceux qui ont eu une très forte variation dans la première année, par exemple plus 10%, connaissent une variation dans l'autre sens la deuxième année, et en l'occurrence, ceux qui étaient à plus 10 n'ont pas augmenté dans la deuxième année, et inversement, ceux qui avaient une diminution forte pendant la première année avaient une augmentation dans la deuxième année. Ce phénomène est très classique, c'est ce qu'on appelle la régression à la moyenne, c'est-à-dire que les sujets qui ont une forte variation d'une mesure dans un premier temps tendent à retourner vers la moyenne de la population lorsqu'on fait une deuxième mesure. C'est lié aux erreurs de reproductibilité de la technique. Donc on sait qu'on va être gêné par ce phénomène. Ensuite, est-ce que la variation de densité osseuse explique la réduction du risque fracturaire? Eh bien non. Et là, il s'agit d'une méta-analyse où on a regardé un peu la relation entre l'augmentation de densité osseuse obtenue avec différents traitements antirésorptifs, bisphosphonate, calcitonine, raloxifène, et on se rend compte qu'en fait, l'augmentation de densité osseuse n'explique qu'une faible partie de l'effet antifracturaire. Ce n'est pas donc un bon critère intermédiaire. Maintenant, si on analyse les choses d'une manière différente, c'est-à-dire que si on regarde dans un essai thérapeutique si le bénéfice antifracturaire est comparable dans différentes tranches de variation de densité osseuse, on se rend compte que des personnes qui ont eu une densité osseuse
dans la première année qui étaient entre 0 et moins 4%, donc des gens qui perdaient, et bien on se rend compte qu'ils ont malgré tout, c'est le groupe B, une réduction du risque fracturaire qui est de l'ordre de 60%, et donc comparable à celle de personnes dans le groupe C, dont la densité osseuse a varié de 0 à plus 4%, ou même au groupe D, dont la densité osseuse a varié de plus de 4%. Dans le groupe A, on a le même profil, sachant que là, ça n'atteint pas la significativité parce qu'il y avait quand même très peu de personnes dont la variation était inférieure à moins 4% dans la première année. Donc, que la densité augmente ou qu'elle baisse, on a le même bénéfice antifracturaire. Et donc, on ne peut pas prendre une décision en regardant une variation de densité osseuse à la colonne à 1 an. Et on a le même profil à 2 ans, sachant que c'est un peu atténué. Donc, on en retient qu'il est très difficile d'interpréter des variations de densité osseuse pour savoir si quelqu'un est répondeur ou pas au traitement, qu'il s'agisse d'une mesure à la colonne à 1 an ou à 2 ans. Il y a une deuxième technique pour évaluer la réponse au traitement, c'est la variation des marqueurs biochimiques. Donc, si on compare les deux techniques, schématiquement, avec la DMO, on a une variation de densité osseuse qui est lente. On a en revanche une excellente reproductibilité, et puis on a une faible variation en réponse au traitement antirésorptif. Avec les marqueurs biochimiques, on a une reproductibilité qui est nettement moins bonne, mais on a des grandes variations en réponse au traitement. Et on peut schématiser cela de la manière suivante. La zone grise, c'est l'erreur de reproductibilité. C'est en quelque sorte le bruit de fond. Et vous vous rendez compte que chez un sujet non traité, vous allez avoir une diminution lente, et il vous faudra au moins 2 ans pour détecter une diminution de densité osseuse qui excède le bruit de fond, qui excède la variation minimale significative. Et de la même manière, avec votre traitement antirésorptif, l'augmentation de densité osseuse sera lente, et il vous faudra au moins 2 ans pour détecter quelque chose de significatif. En revanche, avec un marqueur, vous vous rendez compte que le bruit de fond est plus important, vous avez une reproductibilité qui est moins bonne, mais les variations sont de plus grande amplitude et beaucoup plus rapides. Et donc, pour excéder une variation minimale significative de l'ordre de 25-30% pour un marqueur sérique de résorption osseuse, il vous faudra 3 mois. Et la diminution d'au moins 25-30% est facilement obtenue avec des traitements antirésorptifs type bisphosphonate. Si vous regardez la rapidité d'obtention des résultats, vous avez là il s'agit d'un NTX urinaire, vous avez une diminution franche, le nadir est obtenu dès 1 mois. Avec un marqueur de formation osseuse, c'est plus lent à obtenir, il faut de l'ordre de 6 mois pour atteindre le nadir, donc il vaut mieux utiliser, si on veut avoir une réponse rapide, un marqueur de résorption osseuse. Par ailleurs, il faut aussi regarder quelle est la relation entre la réduction du niveau de résorption osseuse et puis la diminution de l'incidence des fractures, en l'occurrence vertébrale, puisque c'est ça qui a été étudié jusqu'à présent. Et là, on se rend compte qu'avec le risedronate, ça a été bien étudié, la diminution de concentration du CTX sérique explique plus de 60% de la réduction du risque fracturaire vertébral. Et on a une forte association aussi lorsqu'on considère l'alendronate ou lorsqu'on considère le raloxifène. Donc d'un côté, on a une variation de densité osseuse qui explique peu la réduction du risque fracturaire. En revanche, on a une diminution de résorption osseuse qui explique bien plus la réduction du risque fracturaire. Donc on peut considérer que c'est un meilleur critère intermédiaire. Donc on a une réponse qui est plus rapide, quelques mois, et puis qui est, je dirais, physiopathologiquement et plus cohérente. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une réponse rapide à 3 mois versus 2 ans? Tout simplement parce qu'on a besoin de savoir rapidement si les personnes prennent leur traitement, s'il y a un problème dans la prise, alors qu'au bout de 2 ans, c'est trop tard. Soit les femmes ne reviendront pas, soit on aura perdu du temps. Donc ça, c'est une explication simple avec les produits antirésorptifs classiques, type bisphosphonate et à moins de degrés raloxifène parce que c'est un antirésorptif plus faible. Le raisonnement est comparable avec un produit anabolique comme une parathormone. Dans ce cas, on va doser un marqueur de formation osseuse, mais exactement les mêmes conditions, et on va excéder très rapidement, en quelques semaines, la variation minimale significative. En revanche,
avec un produit comme le ranelate de strontium, ce schéma ne peut pas être réutilisé car les variations de marqueurs sont plus faibles. Et donc là, on va se baser en revanche sur la variation de densité osseuse parce que ce produit entraîne une augmentation de densité osseuse qui est beaucoup plus importante. Et donc on peut faire une nouvelle mesure de densité osseuse autour de 18 mois après le début du traitement. Avec l'ensemble des produits disponibles, il faut refaire une DMO à la fin du traitement pour avoir une idée du niveau de risque quelques années après le début du traitement pour savoir s'il faut le continuer, changer ou bien l'interrompre. Donc au total, pour le diagnostic, on va avoir la présence ou l'absence de fracture. Et puis on va se servir bien entendu de la mesure de densité minérale osseuse, se baser sur une définition OMS, mais en tenant compte également, c'est absolument indispensable, des autres facteurs de risque de fracture, facteurs de risque cliniques, âge, antécédent personnel ou familial de fracture, minceur excessive, puis également une éventuelle élévation excessive du remodelage osseux. Il faut faire un bilan étiologique, c'est absolument indispensable lorsqu'il y a des fractures vertébrales, et ne pas considérer a priori qu'il s'agit d'une ostéoporose postménopausique. Et le suivi se fera plutôt avec des marqueurs biochimiques si on utilise les produits anticataboliques et les produits anaboliques, et se fera plutôt avec la densité minérale osseuse si on utilise du ranelate de strontium. Je vous remercie de votre attention.